Vous avez probablement déjà connu cette situation. Vous mangez raisonnablement pendant plusieurs semaines, vous faites des efforts, vous résistez aux envies, les premiers kilos disparaissent, puis sans prévenir, tout semble ralentir. La faim devient plus présente, les portions qui vous suffisaient autrefois ne vous rassasient plus, et un jour, le poids revient. Pendant ce temps, quelqu'un autour de vous semble vivre selon des règles complètement différentes. Cette personne ne paraît pas compter chaque calorie. Elle partage parfois un dessert, saute parfois un repas, profite d'un dîner entre amis. Et pourtant, elle reste étonnamment mince au fil des années. Alors, où se cache la différence ? Est-ce simplement une question de volonté, de génétique, d'un métabolisme miraculeusement plus rapide ? Pendant longtemps, c'est ce que beaucoup ont cru. Mais la science raconte une histoire bien plus fascinante. En réalité, votre corps n'est pas une simple calculatrice qui additionne les calories consommées et soustrait celles que vous dépensez. À chaque instant, des milliards de cellules échangent des informations. Des hormones circulent dans votre sang, des neurones analysent vos réserves d'énergie, vos muscles, votre tissu adipeux, votre intestin et votre cerveau négocient en permanence un équilibre dont vous n'avez presque jamais conscience. Et cet équilibre peut parfois travailler contre vous. Le plus surprenant, c'est que votre corps ne cherche pas naturellement à devenir plus mince. Son objectif principal est tout autre, assurer votre survie. Pour lui, une perte de poids rapide peut ressembler à une période de pénurie alimentaire. Sans que vous le remarquiez, il commence alors à ajuster votre appétit, votre niveau d'énergie et même la quantité de calories que vous brûlez au repos. Autrement dit, certains des plus grands obstacles à la perte de poids ne viennent pas d'un manque de motivation, ils viennent d'un système biologique extraordinairement sophistiqué qui tente simplement de vous protéger. Mais cette histoire possède une autre face, car certaines personnes semblent maintenir un poids stable pendant des décennies, non pas parce que leur corps ignore ces mécanismes, mais parce qu'elles vivent souvent d'une manière qui les rend étonnamment favorables à leur propre biologie. C'est cette différence que nous allons explorer. Au cours de ce documentaire, nous allons suivre le parcours invisible de l'énergie dans votre organisme, découvrir comment votre cerveau décide de votre faim bien avant que votre estomac ne réclame un repas, comprendre pourquoi les régimes extrêmes déclenchent parfois exactement l'effet inverse de celui recherché et révéler les mécanismes silencieux qui permettent à certaines personnes de rester minces sans avoir à mener une lutte permanente contre leur assiette. Car lorsque vous comprenez les règles que votre biologie suit depuis centaines de milliers d'années, une idée change complètement. Le véritable secret n'est peut-être pas de manger toujours moins, il est peut-être d'aider votre corps à ne plus avoir besoin de se défendre contre vous. Et tout commence dans un endroit auquel la plupart des gens ne pensent presque jamais, une petite région de votre cerveau qui surveille votre énergie jour et nuit, bien avant que vous ne ressentiez la moindre sensation de faim. À première vue, la faim semble simple. Votre estomac se vide, vous avez faim, vous mangez, puis vous êtes rassasié. C'est ce que nous ressentons. Mais à l'intérieur de votre corps, la réalité est infiniment plus complexe. Le véritable centre de contrôle de votre poids ne se trouve pas dans votre estomac. Il se situe au cœur de votre cerveau, dans une région de la taille d'une amande. Invisible, silencieux et actif 24 heures sur 24, il reçoit un flot continu d'informations provenant de tout votre organisme. Vos réserves de graisse, votre glycémie, vos muscles, votre foie et même votre intestin lui envoient des signaux qui lui permettent d'évaluer votre état énergétique presque en réactivité. En d'autres termes, votre cerveau ne se contente pas de réagir à la faim. Il l'anticipe, la module et parfois, il la crée. C'est ici que commence l'une des plus grandes idées reçues sur le poids. Beaucoup pensent que l'appétit est uniquement une question de volonté. Pourtant, une grande partie de ce que vous ressentez est orchestrée par des messagers chimiques que vous ne contrôlez pas consciemment. Prenons d'abord la leptine. Cette hormone est produite principalement par le tissu adipeux. Plus vos réserves énergétiques sont importantes, plus la leptine informe normalement votre cerveau que les réserves sont suffisantes. En réponse, l'hypothalamus tente à diminuer l'appétit et à favoriser une dépense énergétique adaptée. À l'inverse, lorsque ces réserves diminuent, le signal de leptine baisse également. Pour votre cerveau, cela peut ressembler au début d'une période de disette. Il devient alors plus attentif à la nourriture, augmente progressivement la sensation de faim et cherche à économiser l'énergie. Ce mécanisme a permis à nos ancêtres de survivre à des périodes où les repas étaient imprévisibles.
Aujourd'hui, il fonctionne toujours, même si notre environnement alimentaire n'a plus rien à voir avec celui de la préhistoire. Mais la leptine n'agit pas seule. Une autre hormone joue presque le rôle opposé, la gréline. Produite principalement par l'estomac, elle augmente souvent avant les repas et diminue après avoir mangé. Elle ne se contente pas de provoquer une sensation de faim, elle attire aussi votre attention vers la nourriture, rendant les odeurs plus séduisantes, les images plus attirantes et les envies parfois beaucoup plus difficiles à ignorer. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'une boulangerie semble irrésistible lorsque vous avez faim, alors que vous passez devant sans même y penser après un repas complet. Ce n'est pas seulement une impression. Votre cerveau modifie réellement la manière dont il traite certaines informations sensorielles selon votre état énergétique. Des études utilisant l'imagerie cérébrale montrent que les régions impliquées dans la récompense s'activent davantage face à des aliments appétissants lorsque la faim est présente. Autrement dit, votre environnement ne change pas. C'est votre cerveau qui lui attribue une valeur différente. Des recherches en neurosciences et en physiologie humaine soutiennent cette étroite interaction entre les signaux de faim et les circuits de la récompense. Heureusement, d'autres acteurs viennent équilibrer le système. Lorsque les aliments atteignent votre intestin, celui-ci libère des hormones comme le GLP-1 et le peptide Y qui informent progressivement le cerveau que le repas est en cours et que l'apport énergétique devient suffisant. Ce dialogue explique pourquoi le rassasiement n'est pas immédiat. Il faut du temps pour que ces signaux soient produits, transportés et interprétés. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles manger très rapidement peut conduire à consommer davantage avant que le cerveau n'ait reçu le message indiquant que les besoins sont déjà couverts. Puis, il y a un détail que beaucoup ignorent. Votre cerveau ne se contente pas de mesurer ce qui entre aujourd'hui. Il compare permanemment votre situation actuelle à ce qu'il considère comme un niveau de réserve habituel. Pendant des années, des chercheurs ont débattu de l'idée d'un point d'équilibre du poids corporel. Les données actuelles suggèrent qu'il s'agit probablement d'un système plus flexible qu'un chiffre fixe, influencé par la génétique, l'environnement, les habitudes de vie et les expériences passées. Mais une chose est claire, votre cerveau cherche continuellement à maintenir un équilibre énergétique, plutôt qu'à poursuivre une perte de poids sans limite. Voilà pourquoi deux personnes peuvent manger exactement le même repas et ne pas ressentir la même satiété, la même envie de grignoter ou la même facilité à maintenir leur poids. La différence ne réside pas uniquement dans les calories. Elle réside aussi dans la manière dont votre cerveau interprète les signaux biologiques qui lui parviennent. Et c'est précisément ici que beaucoup de régimes commencent à se retourner contre ceux qui les suivent. Car lorsque l'apport énergétique chute brutalement, votre cerveau ne voit pas un programme minceur. Il voit un risque potentiel pour votre survie. Et la réponse qu'il déclenche est bien plus puissante que la plupart des gens ne l'imaginent. Si votre cerveau est le gardien de vos réserves d'énergie, alors une question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsqu'il croit que ces réserves diminuent trop vite? La réponse explique pourquoi tant de personnes vivent la même histoire. Les premières semaines d'un régime semblent encourageantes, la balance descend, les vêtements deviennent un peu plus amples. Puis, sans que les habitudes aient forcément changé, la progression ralentit. Chaque repas demande davantage d'efforts, les envies de manger deviennent plus fréquentes, et parfois, le poids remonte presque aussi vite qu'il était descendu. Beaucoup y voient un manque de discipline. Pourtant, la biologie raconte une autre histoire. Lorsqu'une restriction énergétique importante dure plusieurs jours ou plusieurs semaines, votre organisme commence à activer un ensemble de mécanismes de protection. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie de survie, façonnée pendant des centaines de milliers d'années à une époque où une longue période sans nourriture pouvait mettre la vie en danger. Le premier changement est souvent hormonal. À mesure que les réserves de graisse diminuent, la leptine baisse également. Pour l'hypothalamus, ce signal signifie que les réserves énergétiques deviennent moins abondantes. En parallèle, chez de nombreuses personnes, la gréline a tendance à augmenter. Résultat, la faim devient plus intense, les pensées liées à la nourriture occupent davantage d'espace mental, et les aliments riches en énergie semblent soudain beaucoup plus attirants. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Votre corps commence aussi à devenir plus économe. On parle d'adaptation métabolique ou de thermogénèse adaptative. Cela ne signifie pas que votre métabolisme est cassé, cela signifie qu'il ajuste ses dépenses en fonction de ce qu'il perçoit comme une baisse durable des ressources.
Au niveau cellulaire, les mitochondries, ces minuscules structures qui produisent l'énergie nécessaire au fonctionnement de vos cellules, peuvent améliorer leur efficacité. Votre organisme cherche à accomplir davantage avec un peu moins de carburant. En parallèle, certaines dépenses énergétiques diminuent discrètement. Vous clignez peut-être un peu moins souvent des jambes sous votre bureau, vous changez légèrement moins de position sur votre chaise, vous vous levez un peu moins fréquemment. Ces changements sont si subtils qu'ils passent généralement inaperçus. Pourtant, additionnés sur une journée entière, ils peuvent représenter une différence énergétique bien plus importante que beaucoup l'imaginent. Des études métaboliques ont montré que les réponses varient considérablement d'une personne à l'autre. Chez certains individus, cette réduction des dépenses quotidiennes est relativement modeste. Chez d'autres, elle peut être beaucoup plus marquée. Cette variabilité explique en partie pourquoi deux personnes suivant un programme similaire n'obtiennent pas toujours les mêmes résultats. Puis survient un autre phénomène étonnant. Votre cerveau devient plus attentif à la nourriture. Des recherches utilisant l'imagerie cérébrale suggèrent que pendant une période de restriction énergétique, certaines régions impliquées dans la récompense et la motivation réagissent plus fortement aux aliments très appétissants. Les images de pâtisserie, l'odeur de pain chaud ou la simple vue d'un dessert peuvent provoquer une réponse émotionnelle plus intense qu'auparavant. Autrement dit, vous ne manquez pas simplement de volonté. Votre cerveau modifie réellement la valeur qu'il attribue à la nourriture. Cette découverte change profondément notre manière d'entendre les régimes. Car lutter contre son appétit dans ces conditions revient parfois à essayer de rester éveillé après plusieurs nuits sans sommeil. L'effort est réel, mais les systèmes biologiques qui poussent dans le sens opposé le sont tout autant. Cela ne signifie pas que perdre du poids est impossible. Cela signifie que la manière dont vous essayez de le faire influence directement la manière dont votre corps réagit. C'est d'ailleurs pourquoi les approches plus progressives, associées à un apport suffisant en protéines, à une activité physique régulière, à un sommeil de qualité et à une perte de poids modérée, semblent souvent mieux préserver certains mécanismes de régulation que des restrictions très sévères. Aucune méthode ne fonctionne parfaitement pour tout le monde, mais les données scientifiques suggèrent qu'une approche durable est généralement plus facile à maintenir qu'une privation extrême. Et pourtant, même si votre cerveau réduit certaines dépenses d'énergie, cela ne représente qu'une partie de l'équation, car il existe une autre source de consommation énergétique immense, discrète et largement sous-estimée. Vous l'utilisez depuis votre réveil aujourd'hui. Elle fonctionne lorsque vous marchez jusqu'à la cuisine, lorsque vous vous retournez pour répondre à quelqu'un, lorsque vous montez un escalier, lorsque vous gesticulez en parlant. Et chez certaines personnes, cette dépense invisible représente l'une des plus grandes différences entre un corps qui prend facilement du poids et un corps qui reste naturellement mince. Lorsque l'on parle de dépenses énergétiques, la plupart des gens pensent immédiatement au sport. Courir, faire du vélo, soulever des poids. Pourtant, ces séances, aussi bénéfiques soient-elles, ne représentent souvent qu'une partie de l'énergie que vous dépensez au cours d'une journée. La majorité des calories brûlées servent simplement à vous maintenir en vie. Votre cœur bat sans interruption, vos poumons échangent de l'oxygène, vos reins filtrent votre sang, votre cerveau à lui seul consomme environ 20% de l'énergie utilisée par votre organisme au repos, alors qu'il ne représente qu'une petite fraction de votre masse corporelle. Mais entre ce métabolisme de base et l'exercice physique, existe un troisième acteur, beaucoup moins connu. Et il pourrait être l'un des plus importants. Les scientifiques l'appellent le NEAT, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. En français, il s'agit de toute l'énergie que vous dépensez en dehors du sommeil, de la digestion et de l'exercice structuré. Chaque fois que vous vous levez pour aller chercher un verre d'eau, chaque marche que vous faites dans un couloir, chaque mouvement de vos mains lorsque vous parlez, chaque changement de position sur votre chaise, chaque promenade improvisée. Pris isolément, ces gestes semblent insignifiants. Additionnés sur des centaines voire des milliers de mouvements quotidiens, ils deviennent une véritable centrale énergétique. C'est ici qu'apparaît une découverte fascinante. Des chercheurs ont observé que face à une alimentation plus riche, certaines personnes augmentent spontanément leurs mouvements quotidiens. Elles marchent davantage, changent plus souvent de posture, restent moins longtemps immobiles et dépensent naturellement plus d'énergie. D'autres, au contraire, deviennent inconsciemment un peu plus sédentaires. Elles ne décident pas volontairement de moins bouger, leur organisme réduit simplement ses mouvements spontanés. Cette différence, presque invisible à l'œil nu, peut représenter plusieurs centaines de calories par jour chez certains individus.
Les études montrent toutefois que cette réponse varie fortement d'une personne à l'autre. Il ne s'agit pas d'une règle universelle, mais d'une capacité biologique dont l'ampleur diffère selon les individus. Voilà pourquoi deux personnes ayant des habitudes alimentaires similaires peuvent évoluer très différemment au fil des années. Mais le NEAT n'est pas le seul mécanisme silencieux. Vos muscles jouent également un rôle bien plus important que leur simple apparence. On les imagine souvent comme des moteurs qui ne consomment de l'énergie que pendant l'exercice. En réalité, ils influencent votre métabolisme tout au long de la journée. Chaque contraction musculaire envoie des signaux biochimiques qui améliorent progressivement la capacité des cellules à utiliser le glucose. L'un des mécanismes les plus étudiés implique les transporteurs GLUT4. Lorsqu'un muscle est régulièrement sollicité, davantage de ces transporteurs peuvent être mobilisés vers la surface des cellules musculaires, facilitant l'entrée du glucose sans exiger une réponse insulinique aussi importante qu'au repos. Autrement dit, vos muscles ne servent pas seulement à produire du mouvement. Ils participent activement à la manière dont votre organisme répartit et utilise l'énergie. Puis, il y a les mitochondries. Ces minuscules structures, présentes dans des milliers de cellules, transforment les nutriments en ATP, la principale source d'énergie utilisable par votre organisme. Lorsque vous bougez régulièrement, notamment grâce à des activités d'endurance ou à un entraînement progressif, vos cellules peuvent stimuler un processus appelé biogénèse mitochondriale. En simplifiant, elles développent progressivement davantage de mitochondries ou améliorent leur fonctionnement. Ce n'est pas une transformation spectaculaire visible dans un miroir, c'est une amélioration silencieuse de la capacité de vos cellules à produire et utiliser l'énergie. Et cette adaptation ne concerne pas uniquement les sportifs de haut niveau. Elle peut également se produire chez des personnes auparavant sédentaires lorsqu'elles adoptent des habitudes de mouvement régulières et réalistes. Mais il existe encore un autre acteur discret. Votre tissu adipeux n'est pas un simple entrepôt où les calories seraient stockées passivement. Il s'agit d'un véritable organe endocrine. Il produit des hormones, échange des informations avec le cerveau et participe à la régulation énergétique. Une partie de ce tissu, appelée graisse brune, possède même une propriété remarquable. Contrairement à la graisse blanche, qui stocke principalement l'énergie, la graisse brune peut transformer une partie de cette énergie directement en chaleur grâce à une protéine appelée UCP1. Chez l'adulte, cette activité est généralement plus limitée que chez le nourrisson, mais elle illustre à quel point le corps dispose de plusieurs stratégies pour gérer son énergie. Soudain, l'image devient beaucoup plus riche. Rester mince ne dépend pas uniquement de ce qui entre dans votre assiette. Cela dépend aussi de milliers de décisions biologiques prises chaque jour, sans que vous en ayez conscience. La façon dont vous vous mouvez spontanément, la manière dont vos muscles utilisent le glucose, l'efficacité de vos mitochondries, les signaux hormonaux échangés entre vos tissus et votre cerveau. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes commettent une erreur d'interprétation. Elles cherchent avant tout à dépenser plus d'énergie pendant une heure d'entraînement, alors que les individus qui maintiennent plus facilement leur poids bénéficient souvent de petits avantages biologiques qui agissent du matin jusqu'au soir. Mais une question essentielle reste entière. Peut-on réellement influencer ces mécanismes sans vivre au rythme d'un régime permanent ou d'entraînements extrêmes ? La réponse est plus encourageante qu'on ne l'imagine, car certaines habitudes, parfois étonnamment simples, semblent aider votre propre biologie à travailler avec vous plutôt que contre vous. À ce stade, une idée devient de plus en plus claire. Si votre cerveau, vos hormones, vos muscles et votre dépense énergétique s'influencent en permanence, alors la vraie question n'est plus « comment puis-je manger le moins possible ?» Elle devient « comment puis-je créer des conditions dans lesquelles mon corps régule plus facilement son énergie ?» Cette différence paraît subtile. En réalité, elle change complètement la stratégie. Car les personnes qui restent minces pendant des années ne vivent pas forcément dans un état de contrôle permanent. Très souvent, leurs habitudes soutiennent naturellement les systèmes biologiques que nous venons de découvrir. Le premier levier est peut-être le plus sous-estimé, les protéines. On les associe souvent à la musculation, pourtant leur rôle dépasse largement la construction musculaire. Les protéines demandent davantage d'énergie pour être digérées que les glucides ou les lipides. Les scientifiques parlent d'effet thermique des aliments. Une partie de l'énergie contenue dans les protéines est utilisée simplement pour les transformer, les absorber et les intégrer au tissu. Mais ce n'est pas leur seul avantage.
Les protéines stimulent également plusieurs hormones impliquées dans la satiété, notamment le GLP-1 et le peptide YY, tout en contribuant à réduire plus rapidement la sensation de faim après un repas chez de nombreuses personnes. Résultat, le cerveau reçoit plus efficacement le message que les besoins énergétiques commencent à être couverts. Ce n'est pas une garantie contre les excès alimentaires, mais c'est un environnement biologique souvent plus favorable. Puis vient un facteur que beaucoup considèrent encore comme secondaire, le sommeil. Vous avez peut-être remarqué qu'après une nuit trop courte, les aliments très sucrés ou très gras semblent particulièrement attirants. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique. Des études montrent qu'un manque de sommeil peut modifier l'équilibre des hormones liées à l'appétit, augmenter la réactivité des circuits cérébraux de la récompense et rendre les aliments riches en énergie plus difficiles à ignorer. En parallèle, la fatigue réduit souvent l'envie de bouger. Vous obtenez alors une combinaison peu favorable, davantage d'appétit et moins de dépenses énergétiques spontanées. Voilà pourquoi le sommeil agit comme un véritable régulateur métabolique. Il ne remplace pas ni une alimentation équilibrée ni l'activité physique, mais il influence la façon dont ces deux éléments fonctionnent. Le troisième levier est souvent mal compris, l'entraînement en résistance. Contrairement à une idée répandue, son intérêt ne réside pas uniquement dans le développement de la masse musculaire. Chaque séance envoie un signal d'adaptation à l'organisme. Les fibres musculaires réparent les micro-lésions provoquées par l'effort. Elles synthétisent de nouvelles protéines. Les voies de signalisation, impliquant notamment mTOR, participent à cette reconstruction lorsque les conditions sont favorables, en particulier avec un apport suffisant en protéines et une récupération adaptée. Progressivement, le muscle devient plus efficace. Il améliore sa capacité à capter le glucose, à répondre à l'insuline et à soutenir une dépense énergétique plus importante lors des activités quotidiennes. Autrement dit, vous ne développez pas seulement davantage de force, vous améliorez la qualité de l'un des plus grands consommateurs d'énergie de votre organisme. Puis survient une découverte que surprend souvent. Le meilleur moyen d'augmenter votre dépense énergétique n'est pas toujours de transformer chaque séance de sport en défi extrême. Chez beaucoup de personnes, il est plus efficace de réduire les longues périodes d'immobilité. Quelques minutes de marche après les repas, prendre les escaliers lorsque cela est possible, se lever régulièrement pendant une journée de travail, téléphoner en marchant. Ces gestes paraissent insignifiants, pourtant ils alimentent précisément le NEAT dont nous avons parlé. Et contrairement à une séance très intense qui dure 1 heure, ces mouvements peuvent influencer votre dépense énergétique pendant toute une partie de la journée. Mais il existe encore un dernier partenaire longtemps resté dans l'ombre, votre microbiote intestinal. Des milliers d'espèces de micro-organismes vivent dans votre tube digestif. Elles participent à la fermentation des fibres alimentaires et produisent de petites molécules appelées acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. Ces molécules ne fournissent pas seulement de l'énergie aux cellules de l'intestin, elles semblent également participer au dialogue entre l'intestin et le cerveau, influençant certains signaux liés à la satiété et au métabolisme. Les recherches progressent rapidement dans ce domaine, mais les scientifiques reconnaissent encore que les effets précis varient selon les individus et que de nombreuses questions restent ouvertes. Cette prudence est importante, car la biologie n'est pas un ensemble de boutons sur lesquels on appuie pour obtenir toujours le même résultat. Elle fonctionne comme un réseau. Chaque système influence les autres. Une alimentation riche en aliments peu transformés favorise souvent un meilleur apport en fibres. Les fibres nourrissent le microbiote. Le microbiote produit de molécules de signalisation. Ces molécules participent au dialogue avec le cerveau. Le cerveau ajuste l'appétit. Une meilleure qualité de sommeil facilite les choix alimentaires. Des muscles régulièrement sollicités utilisent plus efficacement le glucose. Davantage de mouvements spontanés entretiennent la dépense énergétique. Aucun de ces mécanismes pris isolément n'explique pas pourquoi une personne reste mince pendant 20 ans. Ensemble, ils dessinent une biologie beaucoup plus stable. Et c'est probablement là que réside le plus grand changement de perspective. La maigreur durable n'est souvent pas le résultat d'un effort héroïque répété chaque jour. Elle émerge lorsque de nombreuses petites adaptations biologiques commencent à aller dans la même direction. Mais cela soulève une dernière question. Si tous ces mécanismes sont connectés, quel est finalement le véritable secret partagé par les personnes qui restent minces sur le long terme? La réponse ne tient pas dans un aliment miracle, une méthode révolutionnaire ou un programme de quelques semaines. Elle tient dans une manière complètement différente de comprendre le fonctionnement du corps humain. Au début de ce documentaire, une question semblait presque impossible à résoudre. Pourquoi certaines personnes restent-elles minces sans passer leur vie à faire des régimes? Après avoir exploré le cerveau, les hormones, les muscles, les mitochondries, le microbiote et les dépenses énergétiques invisibles,
La réponse apparaît sous un jour très différent. Il n'existe pas de métabolisme magique. Il n'existe non plus de formule universelle qui fonctionnerait de la même façon pour tout le monde. En revanche, une idée revient sans cesse. Les personnes qui maintiennent plus facilement un poids stable vivent souvent dans un environnement qui aide leur biologie à faire son travail. Leur cerveau reçoit plus régulièrement des signaux de satiété. Leurs muscles restent actifs et continuent d'utiliser efficacement l'énergie. Leur journée contient souvent davantage de mouvements spontanés qu'elles ne comptabilisent jamais. Leur sommeil soutient plus facilement les mécanismes qui régulent l'appétit. Et leurs habitudes alimentaires sont suffisamment durables pour ne pas déclencher en permanence les réponses de défense que nous avons découvertes. Autrement dit, elles ne gagnent pas une bataille quotidienne contre leur corps. Elles réduisent progressivement le besoin d'en mener une. C'est probablement le plus grand changement de perspective que la science nous offre aujourd'hui. Pendant longtemps, le contrôle du poids a été présenté comme une simple question de discipline. Mais la recherche moderne montre que votre organisme participe activement à cette équation. Il ajuste votre faim, votre dépense énergétique, la motivation à bouger et la manière dont il utilise les nutriments. Comprendre ces mécanismes ne retire pas toute responsabilité personnelle, mais cela permet de remplacer la culpabilité par une vision plus réaliste de ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Et cette compréhension change tout. Car lorsqu'un comportement devient biologiquement plus facile à maintenir, il a aussi davantage de chances de durer. C'est pourquoi les transformations les plus solides sont rarement les plus spectaculaires. Elles commencent souvent par des gestes presque invisibles. Un repas plus riche en protéines et en fibres qui rassasie plus longtemps. Quelques minutes de marche après avoir mangé. Une séance de renforcement musculaire répétée semaine après semaine. 1 heure de sommeil retrouvé. Des aliments moins transformés consommés plus souvent, sans chercher la perfection. Pris séparément, chacun de ces choix paraît modeste. Ensemble, ils modifient progressivement le dialogue permanent entre votre cerveau, vos hormones, vos muscles et votre métabolisme. Les études sur les changements de mode de vie montrent une réalité encourageante. Les meilleures améliorations les plus durables proviennent généralement d'habitudes que l'on peut répéter pendant des années, plutôt que d'efforts extrêmes impossibles à maintenir. La vitesse des résultats varie d'une personne à l'autre, en fonction de la génétique, de l'âge, de l'environnement, des traitements éventuels et de l'état de santé. Ce qui compte, c'est la direction prise plus que la perfection. Et il y a une dernière idée qui mérite d'être retenue. Votre corps n'est pas destiné à vous empêcher d'être en bonne santé. Il est destiné à assurer votre survie dans un monde qui n'existe plus. Les mécanismes qui compliquent parfois la perte de poids sont souvent les mêmes qui ont permis à notre espèce de traverser des périodes de famine. Aujourd'hui, dans un environnement où la nourriture est abondante et où le mouvement est souvent optionnel, ces stratégies peuvent devenir moins adaptées. Mais elles restent profondément logiques du point de vue de l'évolution. Comprendre cela ne rend pas le changement instantané, il le rend plus intelligent, parce qu'au lieu de lutter contre votre biologie, vous commencez à collaborer avec elle. Et c'est peut-être cela, le véritable secret des personnes qui restent minces sans gagner chaque jour contre leur corps. C'est qu'au fil du temps, elles ont construit un mode de vie où leur biologie travaille de plus en plus avec elles. Si cette exploration vous a permis de voir votre corps sous un nouvel angle, demandez-vous quelle petite habitude, parmi celles que nous avons découvertes aujourd'hui, pourrait devenir la plus facile à répéter cette semaine. Les plus grandes transformations ne commencent rarement par un geste spectaculaire. Elles commencent souvent par une action suffisamment simple pour être répétée encore demain. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la biologie du poids. Et parfois, la meilleure façon de comprendre votre santé n'est pas de chercher une nouvelle règle, mais de découvrir pourquoi votre corps applique déjà les siennes.